faire un avertissement. Quand on parle d'éducation autochtone, on ne sait pas toujours où les discussions vont nous mener et des fois, ça peut mener dans des terrains qui peuvent amener des déclencheurs chez différentes personnes. Donc, souvent, quand je suis dans les écoles, j'explique aux gens qu'ils se sentent pas très à l'aise, ils peuvent aller prendre une marche dans le corridor, aller boire de l'eau à la fontaine, se réguler. Parce que vraiment, ce qui est important, c'est qu'on prenne soin de notre santé mentale, de notre bien-être. Comme dans un avion, si on n'a pas notre propre masque oxygène, on est de façon très utilitaire, là, on n'est d'aucune utilité à personne. Donc, vraiment l'importance de prendre soin de soi. Il y a une petite capsule vidéo ici que je ne ferai pas jouer, mais c'en est une de la Reine des Neiges 2, qui, si vous avez des petits-enfants dans votre vie, vous en ont peut-être parlé, mais dans la Reine des Neiges 2, on aborde vraiment le thème du génocide. Puis c'est le génocide du peuple Sami en particulier. Donc, on voit que même Disney, dans son approche, est en train de permettre d'avoir des conversations, des prises de conscience plus difficiles, mais de façon qui s'aborde peut-être plus en douceur, même avec les enfants. Cette capsule-là en particulier, c'est un extrait d'une chanson où la sœur de la Reine des Neiges, donc Anna, vient de se rendre compte que son grand-père était responsable du génocide de ses ancêtres autochtones à elle aussi. Et le message de la chanson, c'est après le coup initial de cette prise de conscience-là, tout ce qu'elle peut faire, c'est d'avancer un petit pas à la fois. Donc, ça va vraiment être le thème, le fil conducteur de notre rencontre aujourd'hui. C'est vraiment un petit pas à la fois. Et c'est ce que différentes aînées avec lesquelles j'ai le privilège d'interagir me rappellent souvent, parce que c'est très facile dans notre façon d'être axé sur la productivité et l'efficacité, de vouloir passer tout de suite en mode solution, alors qu'on nous demande encore de respecter la période de deuil dans laquelle se trouvent plusieurs communautés. Donc, c'est un grand défi personnel de ralentir, et je crois qu'il est souvent partagé. Donc, notre sentier de discussion aujourd'hui, c'est aussi une approche que j'essaie d'adopter de plus en plus, le concept que les discussions avec des partenaires autochtones ne seront pas nécessairement linéaires. Elles peuvent être même circulaires. Donc, on parle plutôt d'un sentier de discussion. On va parler d'un premier pas vers l'autre, la reconnaissance du territoire. On va regarder un peu de vocabulaire ensemble aussi, avec un glossaire. On va parler spécifiquement des services d'éducation autochtone au CACCE, mais qui est un modèle qui est reproduit dans plusieurs conseils scolaires également. On va parler de redevabilité. Donc, chaque conseil scolaire est responsable d'avoir un plan d'action du conseil. Et on a chacune l'utilisation éthique du budget dont on est responsable aussi envers la vérité et la réconciliation. Finalement, on va garder les enjeux politiques particuliers pour la fin, après avoir mis la table avec les autres sujets. Parler, en tant que Conseil catholique et francophone, de la relation spécifiquement avec l'Église catholique, parler de l'auto-identification et de l'authentification, parler aussi du terme métier et finalement des réalités quand on parle de francophonie et d'éducation autochtone. Ça, c'est un petit signe que j'ai besoin. Non, mais il était plutôt en arrière de toi. Donc, non, OK, on va le mettre là. OK, c'est beau. Je peux le porter aussi si on veut. À toi. Parfait. Donc, la reconnaissance du territoire, c'est une pratique qui n'est vraiment pas maîtrisée par plusieurs membres du personnel. Même moi, j'étais très mal à l'aise avec la reconnaissance du territoire jusqu'à ce que je sois appelée à être dans ce rôle-ci. Ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on en ressorte vraiment des étapes essentielles, incontournables. Donc, nommer le
territoire sur lequel on se trouve, puis l'état de celui-ci. Nommer le ou la communauté, là où les communautés autochtones qui sont concernées. Puis la partie qui est encore plus importante que nos partenaires nous demandent, c'est quel est ton engagement? Quel est votre engagement? Que ce soit, par exemple, en lien avec les 94 appels à l'action, que ce soit avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou avec un temps fort de l'éducation autochtone. Donc, au mois de mai, on a souligné la journée de la robe rouge, on a souligné la journée de la campagne Moose Hide. Il y a aussi la journée de l'ourson ambassadeur Spirit Bear. Idéalement, on veut que la reconnaissance soit faite à partir du cœur. On veut qu'elle soit sincère. On veut qu'elle soit aussi dite à voix haute plutôt que lue à partir d'un texte. Par contre, si on n'est vraiment pas à l'aise, on peut se servir d'un texte. Donc, aujourd'hui, je suis habituée à faire des reconnaissances du territoire sur les territoires qui sont occupés par le CACCE. Aujourd'hui, j'ai regardé, on est à Toronto ou Takaronto, et je reconnais qu'il s'agit d'un territoire traditionnel de plusieurs communautés, des communautés Anishinaabe, des Mississauga du Crédit, aussi des communautés Haudenosaunee. Et j'ai vu que c'était également un territoire Wendat. Ce territoire-ci est régi, gouverné par un traité en particulier, le traité de la ceinture wampum d'un bol à une cuillère. Ce traité-là a été conclu pré-contact entre les Haudenosaunee et les Anishinaabe. Et la façon dont je le comprends et dont il m'a été expliqué, c'est vraiment le concept du partage, le concept d'amener aussi une cuillère pour manger dans le bol. C'est un outil qui n'est pas avec lequel on ne peut pas se blesser. Donc, c'est une entente de paix et de partage. À partir de là, tout le monde qui est sur ce territoire, on est invité à prendre part à cet esprit-là. Et aussi de s'engager en tant qu'Allochtone sur ce territoire-ci, à nos rôles et à nos responsabilités dans le monde de l'éducation, pour qu'on puisse concrétiser ces appels à l'action-là, puis les articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. OK. Là, je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont vraiment très, très à l'aise avec les termes. Il y en a d'autres qui le sont peut-être moins. Donc, juste pour faire une mise à niveau, ce sont des diagrammes que je trouve très utiles quand je parle à mes collègues. Juste les termes autochtones et allochtones, ça peut être très abstrait. Donc, quand je parle à des membres des communautés autochtones, ce sont des personnes dont les ancêtres sont ici sur ce territoire depuis des millénaires et des millénaires. Mes ancêtres à moi sont allochtones, ce qui veut dire qu'ils sont arrivés beaucoup, beaucoup plus récemment sur ce territoire-ci. Les premiers diomes sont arrivés en 1600 quelques, ce qui est, selon une perspective autochtone, extrêmement récent. Il y a aussi des arrivées beaucoup plus récentes de partout autour du monde. Donc, mes ancêtres étaient des premières vagues eurodescendantes, comparé à des arrivées encore plus récentes. Okay. Quand on parle du terme autochtone, ce n'est pas un terme qui est super apprécié, mais il est beaucoup plus apprécié que d'autres termes qu'on a entendus dans le passé. On a travaillé avec des artistes au CACCE pour créer ces trois pastilles-là. On a le droit de s'en servir. Et ça a été fait en collaboration avec des membres des différentes communautés qu'elles représentent. La plume, c'est pour les Premières Nations. L'Inukshuk, qui a été validé avec Inani Inuk, représente les communautés Inuit. Et finalement, la troisième pastille, les communautés Métis. Et ce qui aide encore plus les élèves ou les membres du personnel, quand je leur parle, c'est d'associer des visages à ces groupes-là. Donc, on n'aime pas les étiquettes. En même temps, ça nous aide
à comprendre que quand on parle de communautés autochtones, elles sont extrêmement variées et multiples, tout comme quand on parle des Européens. Il y a tellement de cultures différentes sur le continent européen. Oui? Petite question, parce que Ouais. moi, mes ancêtres sont plutôt métis, mais dernièrement, j'ai plus mis dans la catégorie des Algonquins. Mhm. Donc, Algonquin tomberait plutôt dans quelle catégorie? Juste comme dans les métis, ou est-ce que ça serait plus dans les la deuxième catégorie? Ben, c'est merveilleux, là, tu t'en vas directement dans la, la dernière question de notre sentier. On peut en parler un peu tout de suite. Donc, j'ai mis ces groupes-ci parce que ce sont des groupes, surtout on rencontre des personnes de ces groupes-là sur les territoires qui sont occupés par le CSCCE ou que le CSCCE utilise. Donc, dans les Premières Nations, on reconnaît dans notre utilisation du territoire les Anishinaabe et les Haudenosaunee. Donc, je vais le dire, mais c'est pas le terme qui est préféré. Dans nos livres d'histoire, là, je parle de quand moi j'étais à l'école, on aurait dit Iroquois. Il y a encore des personnes qui s'identifient en tant qu'Iroquois. Quand j'étais à Wendake, par exemple, il y a des personnes qui utilisaient ce terme-là pour se désigner. Ça leur appartient. Il n'y a pas de problème. Je ne vais jamais corriger une personne autochtone sur le terme qu'elle choisit pour s'identifier. Donc là, ici, on a Algonquin. Justement, mercredi prochain, j'accompagne Jay dans une de nos écoles exceptionnellement. D'habitude, les écoles viennent à nous, dans notre centre. Je vais vous présenter le centre tout à l'heure. Jay est de la communauté Kiligan-Zibi. Il est algonquin. Ma collègue Karine, qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous, mais qui vous salue, elle pense à vous. Sa mère est québécoise, son père est algonquin. Elle se considère algonquine. Donc, juste parce qu'elle a des parents de deux groupes distincts, elle est accueillie par sa communauté de Québécois à part entière. Donc, même si elle est métissée, elle est algonquine. Elle ne fait pas partie du groupe métis. On reconnaît aussi les Mississauga. Plusieurs collègues dans le passé me demandaient est-ce qu'on peut voir de quoi a l'air une personne autochtone? Et une personne autochtone a l'air de n'importe qui. Il y a des personnes afro-autochtones, on ne peut pas s'arrêter aux caractéristiques physiques d'une personne pour dire « Ah, cette personne-là est autochtone ». Ce qui veut dire que je recommande toujours aux membres du personnel de prendre pour acquis qu'il y a des personnes autochtones dans la salle, qu'il y a des élèves autochtones dans leur salle de classe. Et de toute façon, ça ne changera pas notre comportement. On a le même comportement, peu importe qui est là avec nous. Donc, il y a des personnes Gagengahanga, Huron-Wendat aussi, que je présente, qui sont, par exemple, d'excellentes athlètes. On a Joseph Sarenès aussi, un artiste qui prend de plus en plus de place et qui est excellent. Communauté Inuit, il y a Isa Chapado qui a son canal TikTok qui est vraiment excellent. C'est très accrocheur avec les élèves de 7-8 par exemple. Et ensuite, Christy Belcourt pour représenter la communauté Métis. Donc, ce sont encore de très grands chapeaux. Il y a plusieurs communautés Inuit, il y a plusieurs communautés Métis aussi. Donc, Métis dans ce sens-ci, c'est qu'il y a eu une ethnogénèse. À l'origine, près de la rivière Rouge, il y a vraiment eu un métissage entre surtout des populations cris et des populations francophones ou écossaises, un peu britanniques aussi. Et à partir de là, il s'est vraiment créé une nouvelle culture. Et on va voir, c'est notre dernier point, que la distinction entre métis et métissé
elle est extrêmement politisée présentement. OK. Donc, au CACCE, pardon, on a différents services quand ça vient à l'éducation autochtone. Donc, comme dans les autres conseils, le dossier va être chapeauté par une surintendance. Le reste de notre équipe pédagogique, elle est chapeautée par notre gestionnaire, qui est aussi gestionnaire pour toute l'équipe de construction identitaire. Donc, qui va inclure les volets de catholicité, de francophonie, de développement durable aussi. Je suis désolée si je grelotte. J'essaie de me réchauffer un peu. C'est pas vraiment la nervosité, je pense que c'est plus le froid de la salle. Nous sommes 2. L'équivalent dans d'autres conseils, ce serait des conseillères pédagogiques. On est des enseignantes en affectation spéciale dans notre conseil. Et depuis janvier, on a vraiment le grand luxe de pouvoir se concentrer, Marie-Pierre sur l'élémentaire, moi au secondaire. Et on a Karine Cousineau qui est vraiment le nœud de l'équipe. C'est elle qui entre en relation avec les membres des communautés, qui fait souvent les premiers contacts. C'est elle aussi qui offre des services aux familles et aux élèves autochtones qui sont au conseil. Ensuite, du côté du travail social, on a une travailleuse sociale qui, si les familles et les élèves le demandent, peut offrir des soins qui sont spécifiquement adaptés. Il y a une approche décoloniale et qui est culturellement sensible. Et on a Janine qui nous aide avec tout ce qui est côté administratif. Donc, redevabilité. Voici les personnes à qui le conseil est particulièrement redevable quand ça vient à l'éducation autochtone. Donc, chaque conseil scolaire a un comité d'éducation autochtone. Le nôtre est composé de personnes qui sont issues de communautés Premières Nations et Métis. Pour l'instant, il n'y a personne qui est de communauté Inuit qui siège officiellement. Par contre, on a des personnes Inuit qu'on va consulter quand on a besoin de leur son de cloche ou pour réviser du matériel pédagogique. Il y en a qui sont des membres de leur communauté, qui sont là en tant que représentants de leur communauté. Il y en a d'autres qui sont des parents. Il y en a qui sont des membres du personnel aussi. Donc, voici 2 des documents. Je dis 2 parce que ces 2-ci, c'est le même. Qui sont nos manuels d'instruction. Il y a plusieurs autres manuels d'instruction. Je m'attarde à ces 2-ci en particulier quand ça vient à l'éducation. Je dis que c'est le même parce que la version Spirit Bear a été simplifiée et elle est beaucoup plus approchable que la version plus juridique de la Commission de la vérité et réconciliation du Canada. Elle est très utile même pour les adultes. Donc, on aime bien s'en servir dans les salles de classe. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ça nous fait nous rappeler que les peuples autochtones ne sont pas seulement sur le territoire de ce qu'on appelle le Canada aujourd'hui, mais à l'international, il y a des groupes autochtones. Et ensemble, avec les Nations Unies, ils en sont venus à différents articles pour vraiment clarifier quels sont leurs droits. Donc, pour ce qui est de l'éducation, les appels 62 et 63 nous interpellent directement. On pourra les lire si on a le temps. Il y en a aussi 17.2 et 21.1 pour ce qui est de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Par rapport à l'Église maintenant, il y en a plusieurs qui se rapportent. Ils sont même très nombreux. Donc, c'est bon de connaître les appels 48, 49, 58, 59, 60, 61, 73, 74 et 75. Et puis, pour ce qui est de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, c'est plutôt en lien avec les droits des peuples autochtones d'exercer leur propre spiritualité.
On a pour ça les articles 11.2, 12.1, 17.2, 25, 32.3, 34 et 36.1. Donc, on voit qu'à l'échelle mondiale, il y a eu aussi plusieurs défis qui ont fait en sorte que plusieurs communautés autochtones n'ont pas pu pratiquer leur spiritualité dans l'histoire. Notre plan d'action au CSCCE est le suivant. On s'est assis avec le comité d'éducation autochtone pour établir des priorités. Il y en a qui se recoupent. Et quand on a posé à l'équipe laquelle est la plus importante, c'était unanime, elles sont toutes de valeur égale. Donc, on se concentre sur l'appui au personnel. On parle de validation et de développement de ressources systémiques. On parle de bâtir des relations durables avec les partenaires autochtones, sensibiliser les membres du personnel à la vérité et à la réconciliation. On travaille à la décolonisation des espaces, au soutien aux familles et aux élèves Premières Nations, Inuits et Métis, puis à la promotion et à l'appui aux cours d'éducation autochtone. Je vais les décortiquer dans un instant. J'ai mis ici budget d'éducation autochtone parce que des fois, dans le passé, c'était pas toujours clair de comment utiliser ce budget-là. On est guidé par le comité d'éducation autochtone et par des consignes qui sont de plus en plus claires du ministère de l'Éducation. Donc, ce budget-là, il est vraiment là pour travailler à la sensibilisation, à remettre à jour les manuels d'histoire, par exemple. Il est là pour s'assurer du bien-être des élèves autochtones. Ce n'est pas un budget qui est là pour pallier à d'autres manques dans d'autres enveloppes budgétaires. Et puis, des fois, ça peut être un défi pour les membres des équipes d'éducation autochtone que j'entends parce qu'on se rencontre de temps en temps pendant l'année, les 72 conseils ou les 12 conseils francophones. Donc, c'est vraiment du travail qu'on a à faire, côté redevabilité, de bien apprendre à utiliser ce budget-là qui a une raison d'être qui est extrêmement importante. Donc, si on revient au pacte du CSCCE, notre travail, c'est donc de valider des ressources. Valider une ressource, ce que ça veut dire, c'est de s'assurer que la personne qui l'a produite, soit qu'elle est autochtone et qu'elle est reconnue par sa communauté, ou qu'elle a le droit de parole de sa communauté, ou si c'est une personne alloctone, que la ressource a été créée avec une collaboration de personnes autochtones. Une fois que ces ressources-là ont été validées, on les met à la disposition des membres du personnel. Ça, c'est un outil qui, on nous dit, est très, très utile aux membres du personnel. C'est un calendrier qui recoupe les 4 volets de la construction identitaire. Puis pour les temps forts, il y a une prière qui est déjà rédigée, une reconnaissance du territoire qui est là pour guider les membres du personnel qui en ont besoin. Il y a des ressources pour le niveau élémentaire, des ressources pour le niveau secondaire. S'il y a des vidéos d'importance, on les met là également. Donc, c'est vraiment clé en main parce que pas tous mes collègues ont le privilège de prendre le temps qu'il faut pour s'éduquer à ce sujet-là. Donc, on leur passe du matériel qui a déjà été validé. Donc, on demande aux écoles qui veulent avoir notre appui de passer à travers différentes étapes. La première, c'est une sensibilisation. Mes coéquipières et moi, on se rend dans les différentes écoles, on parle aux membres du personnel et on veut qu'ils aient des messages clés de base, que tout le monde entende. Ensuite, on leur parle de ce qui est un critère de validation, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une ressource soit bonne ou non. On les encourage ensuite à utiliser les ressources systémiques. On peut faire des suivis personnalisés avec les membres du personnel. Et après ces étapes-là, on peut parler éventuellement de création de nouveaux matériels pédagogiques ou on peut aussi
leur parler de possibilités de sortie en lien avec l'éducation autochtone ou de les inviter à des événements d'éducation autochtone. Dans le passé, quand c'était juste n'importe qui pouvait inviter des personnes qui se disaient autochtones dans la salle de classe, ça donnait des résultats qui étaient très peu appréciés des membres des communautés souvent. Ensuite, bâtir des relations durables avec les partenaires autochtones. On s'est rendu compte qu'on avait une confiance à rétablir avec différentes communautés. Un pas à la fois, selon le rythme de nos partenaires, et ça peut être très frustrant. Parce que dans notre curriculum, souvent on nous dit « Eh oui, intégrer les voix des Premières Nations, des Inuits et des Métis, c'est bien beau, mais juste démographiquement, on est en nombre bien supérieur. Donc, les quelques personnes qui seraient disponibles n'apprécient pas être tirées dans toutes les directions. Et on a notre propre travail à faire avant d'être prêt à accueillir de façon culturellement sécurisante des invités autochtones dans nos salles de classe, pour l'instant. L'importance de la réciprocité est vraiment énorme. Quand on parle de perspective autochtone, souvent il y a eu dans le passé un mouvement d'extraction, que ce soit littéral ou plus figuré. C'est important de redonner aussi. Un exemple de projet de réciprocité avec la communauté de Kiligan-Zibi, on s'est rendu compte qu'il y avait leur livre d'histoire qu'ils avaient fait produire, qui était seulement disponible en anglais. Dans nos écoles, on a un grand besoin pour des livres d'histoire du point de vue de Premières Nations, d'Inuits et de Métis, mais en français. Donc, on les a approchés, on leur a demandé « Est-ce que ça vous intéresserait de faire traduire cette ressource-ci? » Ils ont dit « Oui, ça fait 15 ans qu'on essaie de la faire traduire. » Parfait! Donc, on est quelques conseils ensemble avec la Cité collégiale aussi, l'Université d'Ottawa. C'est un projet collaboratif qui vient répondre à un besoin mutuel et c'est extrêmement apprécié de la communauté. Et ça va être très utile pour nos cours d'histoire. Éviter la sursollicitation, c'est ça justement de ne pas épuiser les membres des communautés. C'est important que nous, on fasse nos devoirs d'autosensibilisation. La responsabilité de l'éducation décoloniale ne repose pas sur les épaules des premiers peuples. Ça fait longtemps que plusieurs personnes autochtones sont très conscientes de ce qui s'est passé dans l'histoire. Nous, ça peut être nouveau pour nous. Donc, il y a comme un déséquilibre d'informations. J'ai mentionné la sécurisation culturelle. Donc, ça fait partie du processus de sensibilisation à la vérité et la réconciliation. C'est un parcours sur lequel je me trouve, sur lequel tout le monde se trouve, mais on ne peut pas nécessairement dire « Ah, je suis rendue au niveau 6, je suis la personne la plus éclairée, n'importe quelle personne autochtone va se sentir super à l'aise avec moi. » Moi, je ne peux pas être la personne qui va dessiner ça. Ce serait une personne autochtone avec qui j'interagis qui va pouvoir se dire « Ouais, elle, là, elle pense tout savoir, mais elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. » OK. Donc, tranquillement, j'ai mon propre parcours. Notre conseil a aussi son propre parcours sur le chemin de la sécurisation culturelle. Je crois que la présentation vous sera disponible. Vous pourrez aller cliquer dessus. C'est une très bonne ressource. Je vous ai mentionné tout à l'heure que les connaissances par rapport à l'histoire sont elles fluctuent beaucoup. L'histoire à laquelle j'ai eu accès quand j'étais sur les bancs d'école était différente de celle qu'on entend aujourd'hui. Il s'agit souvent de changer nos lunettes, de comprendre qu'en raison de certains systèmes de pouvoir, j'ai des privilèges, j'ai des biais inconscients qui font en sorte que j'ai eu une certaine perspective de l'histoire puis de ce qui se passe aujourd'hui.
Il s'agit de prendre conscience qu'il en existe d'autres dans le monde. Une chose qu'on m'a demandé d'ajouter, c'était aussi la part, quand je vous ai montré le sentier décolonial tantôt, là, le Vatican lui aussi, il a son cheminement là-dedans. Et tout récemment, en 2023, donc le pape a officiellement répudié la doctrine de la découverte. C'est important qu'on en prenne conscience parce que, justement, la doctrine de la découverte est un concept que plusieurs communautés autochtones critiquaient et dénonçaient et dont plusieurs personnes allochtones n'étaient pas conscientes. On a une citation aussi de Murray Sinclair qui nous dit « L'éducation nous a mis dans ce pétrin et c'est l'éducation qui nous en sortira ». Donc Murray Sinclair était le responsable de la commission de vérité et réconciliation. Donc, on essaie de cheminer du plus performatif et de l'appropriation culturelle vers une meilleure compréhension de ce qu'est l'éducation autochtone, de passer du performatif vers la solidarité et l'empathie aussi. On offre à nos membres du personnel différentes ressources pour aller continuer leur propre parcours décolonial. Ça vous sera disponible. Numéro 4, ensuite, c'est la décolonisation des espaces. Donc, notre conseil a ouvert un centre d'éducation autochtone. C'est vraiment un espace qui est unique en son genre pour les écoles francophones catholiques, ou les conseils plutôt francophones et catholiques. C'est un espace qui est neutre, qui est plus neutre. Donc, dans nos écoles catholiques, évidemment, on met de l'avant des symboles de la foi. On s'attend aussi à ce que les invités s'adressent à nous en français. Ce centre-ci, il est différent. Ce centre-ci se veut un milieu où des personnes autochtones, peu importe la langue vers laquelle elles ont été colonisées, ils vont se sentir à l'aise de s'exprimer dans cette langue-là. Peu importe leur cheminement spirituel, vont se sentir à l'aise dans ce centre-là. C'est un espace aussi où on a des conversations difficiles et inconfortables. C'est un espace où, oui, il faut une dose de courage pour y entrer. C'est un espace de formation. On voit ici les membres du personnel qui sont ce qu'on appelle les délégués d'éducation autochtone. Dans chaque école, il y a des délégués qui peuvent transmettre des messages de l'éducation autochtone, qui peuvent aussi mettre sur pied des activités en lien avec les temps forts de l'éducation autochtone. C'est un endroit où on accueille différents conférenciers, conférencières ou des aînés de différentes communautés. Ce centre-là, ce qui est génial, c'est qu'il est situé à côté d'un centre d'amitié, dans le même édifice qu'un centre d'amitié. Il est également juste à côté d'un centre inuit de la petite enfance, puis un centre inuit d'art et culture. Donc, quand on a à faire valider des ressources, on est très chanceux, on peut traverser le corridor, aller cogner à la porte, puis voir, est-ce que ça a de l'allure, ça? Est-ce que c'est en lien avec vos messages que vous voulez transmettre aux membres du personnel et aux élèves? Soutien aux familles et aux élèves Premières Nations, Inuit et Métis. On a un programme de bourse. On a des activités culturelles pour remettre les élèves en contact avec leur communauté. Parce que moi, en tant qu'allochtone, je ne peux pas transmettre la culture algonquine à des élèves, par exemple. C'est pas mon rôle, c'est pas ma culture, ce sont pas mes connaissances. Par contre, je peux aider Karine à les remettre en contact avec leur communauté. Il y a des élèves qui n'étaient jamais encore entrés dans leur communauté, qu'on a accompagnés. On est allé à Kiliganzibi, par exemple, et puis il y a un élève qui est rentré, qui a pu voir des œuvres faites par son grand-père qui était derrière la vitrine. Il a pu rencontrer des membres de sa famille qu'il n'avait jamais encore pu rencontrer. Ça, c'est un geste très parlant. On a des soirées beaucoup plus légères aussi. Ici, les enfants étaient en train de danser avec une vidéo de Frozen, justement.
Promotion et appui aux cours d'éducation autochtone, donc c'est le dernier axe de notre plan au Conseil. On a depuis 2 ans maintenant pu offrir le cours NBF 3U, qui est un cours d'éducation autochtone, un cours de littérature autochtone en 11e année. La première cohorte ont tellement aimé leur expérience, ils ont trouvé que c'était tellement important qu'ils ont mis de la pression sur la direction de leur école pour que leur cours de français 4U soit transformé ou soit autochtonisé dans le fond. Donc tous les textes qu'ils étudient, ce sont des textes d'auteurs autochtones. Les élèves, on les amène à différentes sorties. On se concentre vraiment sur des rencontres authentiques. Donc, ces élèves-là, souvent, auront vécu plusieurs moments de prise de conscience et ils sont prêts et prêtes à ce moment-là à aller vivre des expériences avec des membres de la communauté. On a aussi fait l'achat de la carte géante des premiers peuples, ici, de la classe des premiers peuples. C'est une carte immense sur laquelle les élèves peuvent se promener puis aller voir les traités différents. Ça donne littéralement une perspective différente du territoire. OK, donc, comment ça va pour le temps? Il nous reste 21 minutes. Ah! 20 minutes. 20 minutes. OK, c'est bon. Phew. Donc, enjeu politique. La relation avec l'Église catholique. C'est encore, mettons, c'est un endroit où on a beaucoup de travail à faire. C'est un espace dans lequel on n'est vraiment pas à l'aise encore. On a reçu le message, entre autres, de surtout être à l'écoute de ce qui se passe. Donc, le pape François lui-même est dans son propre processus. Il a lui-même reconnu que ce qui s'était passé au Canada, ça avait tous les ingrédients du génocide. Donc, comme je vous ai mentionné, il y a eu la répudiation officielle de la doctrine de la découverte. La doctrine, c'était selon une bulle papale. Il y avait le concept de la terra nullius, selon laquelle s'il n'y avait pas de chrétiens ou de chrétiennes, de catholiques sur un territoire, c'est comme si le territoire était inhabité et il pouvait être colonisé, exploité par les catholiques tels qu'ils l'entendaient. Donc, plusieurs Autochtones éprouvent de la méfiance envers l'Église catholique en raison de son rôle dans les pensionnats indiens. Puis là, j'utilise indien parce que c'était le nom des pensionnats. Et puis, c'est aussi le terme qu'on trouve encore dans la loi sur les Indiens. Ce n'est plus un terme qu'on utilise à n'importe quelle sauce. Il faut faire preuve d'empathie et de tact, puisque le CSCCA est, à leurs yeux, une extension de l'Église. Le CSCCA doit aussi être sensible aux besoins des invités ou des partenaires dans son approche. Donc, il nous est arrivé, par exemple, d'avoir une invitée autochtone qui s'en venait pour offrir un cadeau à Madame la juge Michelle Bonsawin. Et puis, cette invitée-là, elle a eu des réactions assez fortes parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait une messe qui avait lieu pour ouvrir la session. Donc là, on s'est rendu compte, OK, on va s'organiser pour qu'il y ait un espace, là, pour que tout le monde se sente à l'aise. Il y a aussi présence pendant les moments de prière, juste les signes de croix. Ça peut être difficile de prendre conscience que des gestes qu'on pose habituels selon nos rythmes, notre propre foi, que ça peut être un très grand déclencheur chez certaines personnes. Et c'est certainement pas toutes les personnes autochtones. Il y a de ferventes personnes catholiques qui sont également autochtones. C'est pas pour généraliser. Par contre, il faut en être conscient, consciente. L'autre enjeu qui est vraiment très
d'actualité. C'est un enjeu qui est très présent. Si on écoute les canaux comme Espace autochtone, il y a différentes conférences, il y a différents colloques qui ont lieu à ce sujet-là. Toute la question d'auto-identification. Donc, l'auto-identification permet à toute personne de se dire autochtone sans être obligée de fournir de preuves. L'auto-identification actuelle se base sur la bonne foi. C'est l'approche préconisée par le ministère de l'Éducation. Toutefois, cette pratique est de plus en plus critiquée par différentes communautés de Premières Nations, Inuit et Métis. Donc, on peut se dire, oui, l'auto-identification, c'est très... On peut comprendre une personne ou une famille qui serait très réticente à s'auto-identifier, étant donné qu'il y a eu, par exemple, des rats, tout ce qui est... J'avais juste une petite mise à jour, un petit 10-15 minutes. Après ça, Fantastique. on C'est va parfait. 15 minutes. Oui. Merci, on l'avait. On veut aussi éviter parfois le tokenisme. Si quelqu'un n'est pas très à l'aise avec des cultures Premières Nations, Inuit ou Métis, se dire « Hey, toi, t'es Inuit, peux-tu venir nous parler de ta culture puis de tous les traumatismes que vous avez vécu? » Puis, surtout si c'est un enfant qui a été placé en adoption dans une famille allochtone, cette personne-là peut avoir aucune idée de sa propre culture. Par contre, donc là, on se dit, OK, l'auto-identification de façon confidentielle, ça a du sens. Mais là, il y a aussi de plus en plus de voix qui se disent les personnes qui n'ont pas une vraie identité autochtone vont commencer à monopoliser les services ou les voix qui devraient revenir à de vraies personnes, Premières Nations, Inuit et Métis. Là, je suis en train de citer ce que j'entends. Et une personne qui est Première Nation, Inuit et Métis, ça ne veut pas nécessairement dire, et là j'utilise le terme légal, un Indien inscrit qui a une carte. Parce que pour plusieurs raisons, des personnes légitimes n'ont pas leur carte. Donc, ce n'est pas un moyen de validation. On parle davantage d'authentification. Donc, l'authentification implique des preuves concrètes fournies pour montrer une appartenance ou une reconnaissance de la part d'une communauté. Donc, ça peut être la carte fédérale ou ça peut aussi être des documents officiels ou une reconnaissance communautaire. Juste une lettre de la communauté, ça peut tout à fait être une preuve valide que oui, cette personne-là, elle est reconnue, par exemple, par la communauté Témiscamingue. Cette démarche requiert des documents officiels et cette approche est préconisée par les universités. Donc, on voit que les universités, déjà, parce que c'est une question de transmission de fonds, elles doivent être de plus en plus redevables. Même chose quand ça vient à l'embauche du personnel. Donc, c'est un enjeu qui est vraiment très, très d'actualité. C'est pour ça que je voulais vous en parler. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le terme métis versus métissé. Donc, le Ralliement national des Métis, c'est l'organisme qui chapeaute les différentes communautés qui sont reconnues par le fédéral, les communautés Métis. Par contre, la Fédération Métis du Manitoba, elle vient de quitter le ralliement pour contester l'adhésion du groupe des Métis de l'Ontario. Donc, il y a énormément de tensions et de conflits. Donc, il y a des articles ici qui peuvent nous aider à mieux comprendre cette dynamique-là. Il y a aussi Paroles autochtones avec Mélissa Mollin-Dupuis, qui est une source très claire d'informations quand on essaie de démêler certains concepts, que je vous encourage à aller écouter. OK, par rapport à la francophonie en particulier, quelques enjeux qui sont particuliers à nos conseils. Très peu d'Autochtones hors Québec parlent le français ou ont été colonisés vers le français. Ça veut dire que quand on cherche de la littérature qui a été écrite en français à l'origine, on va se concentrer sur les communautés Innu, par exemple, mais qui ne sont pas du tout en lien avec les territoires qu'on occupe. Ça veut dire aussi que quand on veut accueillir des invités,
autochtones, ça peut être beaucoup plus difficile de trouver des invités qui parlent le français. Pour plusieurs, c'est leur troisième langue s'ils le parlent. La plupart des ressources disponibles le sont en anglais seulement. On fait beaucoup de travail pour essayer d'offrir de la traduction. On achète le ministère aussi. À la table des leads, on essaie de leur dire « Hey, ce serait bien de débloquer encore d'autres fonds pour pouvoir donner le même accès de qualité à des ressources produites par des communautés autochtones en français. » La plupart des organismes autochtones légitimes sont des organismes anglophones. Donc, c'est un défi pour certains de nos membres du personnel, même au sein de l'équipe d'éducation autochtone, d'entrer en relation avec nos partenaires, parce qu'il y a des défis linguistiques. La francophonie est considérée par plusieurs Premières Nations Inuit et Métis comme étant une force colonisatrice, au même titre que les anglophones. Pour plusieurs personnes autochtones, comprendre la distinction entre les anglophones et les francophones, c'est très abstrait, c'est même inexistant. Les Autochtones colonisés vers l'anglais souhaitent d'abord revitaliser leur propre langue maternelle. Jay va parler l'Anishinaabe-Moin avant de parler français, par exemple. Et il parle français, mais c'est sa troisième langue. Donc, ça, c'est leur priorité avant d'apprendre le français. Permettre à une personne autochtone de s'exprimer dans la langue de son choix, c'est un geste réparateur et décolonial. Et c'en est un qui est très difficile à accepter et à comprendre aussi d'un point de vue d'un système scolaire francophone, parce que nos propres ancêtres ou des membres de notre famille qui sont encore bien vivants, ou nous-mêmes, se sont battus pour qu'on puisse encore vivre en français. Donc, c'est de comprendre que oui, on a nos propres batailles linguistiques et qu'il y en a d'autres aussi qui sont extrêmement valables et importantes à comprendre si on veut tisser des liens authentiques avec des communautés autochtones. Merci, fantastique!